Bonjour à vous. Merci de l'invitation, Gaël. Effectivement, c'est un trio qui se connaît un petit peu puisqu'on bosse ensemble avec Pascal Plantard et François Sorin dans un projet qui s'appelle le Lab Accès, dont je pense François a dû un peu vous parler, et dont l'objet principal, en l'occurrence, c'est l'étude de l'accès au droit et du non-recours dans un contexte de dématérialisation des services publics. Donc, qui est un petit peu pile poil dans la thématique du jour. Qui a la spécificité d'être hébergé par un laboratoire d'innovation publique qui s'appelle le TILAB, qui est un labo qui est cofinancé par la région et par le SGA, enfin par l'État déconcentré. Ce qui fait qu'il y a une manière d'hybridation dans notre équipe de recherche qui est assez intéressante. On fait aussi bien du design de service que du travail sur la transformation publique. François est institutionnellement raccroché à une école de travail social qui s'appelle Ascoria, qui est un peu la porteuse opérationnelle du projet. Voilà, et on bosse ensemble sur un certain nombre de projets qui vont d'une analyse de la dématérialisation en train de se faire, en particulier sur une procédure de dématérialisation du conseil régional, à un gros projet territorial dont on a fait beaucoup de choses. On a un territoire un peu laboratoire dans l'île-et-Vilaine, qui est un territoire rural sur lequel on a fait beaucoup de recherches et qui conduit notamment à, mais ça je vous enverrai les liens si François ne l'a pas fait, un résultat qui s'appelle le Portrait-A, c'est-à-dire un portrait numérique de territoire qu'on a fait avec les acteurs du territoire pour le coup, et qui vise notamment à rendre visible le rapport au numérique des habitants. Voilà, par le biais d'indicateurs qu'on a construits et puis de recensement de l'ensemble des ressources du territoire sur ces questions-là avec les acteurs et pas simplement à partir de données disponibles. Bon, c'est un côté un petit peu outillage, mais je voulais vous en parler parce que ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait sur ce plan. Il y a pas mal d'indicateurs qui permettent de mesurer la vulnérabilité numérique sur les territoires, qui sont plus ou moins bien fichus, qui sont plus ou moins disponibles. C'est pas une dimension secondaire du tout quand on va intervenir sur ces questions, c'est d'avoir un petit peu une idée de qui ça concerne et de c'est quoi le gabarit du public qui est concerné par des problèmes d'inclusion numérique d'une manière générale. Sachant que l'entrée principale dans ces questions-là, comme je pense que vous l'avez un petit peu compris, et comme la séquence du jour le prouve en un sens, c'est des questions d'accès au droit. La dématérialisation a construit le problème de la fracture numérique en France. Je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais je voulais le mettre un peu à titre liminaire. Avant de bosser avec François dans le cadre du Lab Accès, j'ai bossé pendant 10 ans dans un observatoire qui s'appelle l'Odenor et dont l'objet principal est le non-recours au droit, qui est basé à Grenoble, qui existe toujours. Voilà, donc moi, je suis rentré dans les questions numériques par la question de l'accès au droit, on va dire. Ma spécificité, c'est un petit peu ça. Dans un champ où il n'y a pas beaucoup de chercheurs en sciences sociales, pour le coup, ça commence un petit peu maintenant, mais c'est quelque chose qui est à repérer. Il y a des chercheurs sur les questions numériques, on va dire. Il y a par ailleurs des chercheurs un peu sur l'accès au droit, mais des chercheurs qui se sont intéressés aux deux simultanément, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de temps sur ces deux séquences. Donc j'ai fait, voilà, ça va être un peu, sans vouloir aller trop vite, j'ai procédé un peu à un découpage. Il me semblait important dans la première séquence de revenir un peu de manière historique sur ce que c'était que la dématérialisation et puis où on en était aujourd'hui. Parce que l'état dans lequel on est sur ces questions-là résulte d'un processus historique assez récent, mais qui est important de mettre en lumière, parce qu'il explique les contraintes avec lesquelles tout le monde, mais notamment les acteurs territoriaux, doivent composer. Et par ailleurs, comme Gaël l'a signalé, même si tout le monde connaissait, enfin un certain nombre de personnes et d'acteurs avaient conscience des difficultés de connectivité des usagers, des habitants ou de certaines populations, le Covid a eu pour effet de rendre ça d'autant plus éclatant, d'éclairer certaines dimensions qui étaient relativement sous-éclairées, notamment le rapport des jeunes aux outils numériques du fait de la continuité pédagogique. Et puis surtout, deuxième effet, il y a eu un plan de relance qui a fait arriver beaucoup d'argent, en l'occurrence, sur tout un tas de sujets, mais notamment sur des questions d'inclusion numérique. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui voilà, dans une situation où, alors qu'il y avait assez peu de sous sur ces questions-là, depuis pas mal d'années, que ce n'était pas forcément une thématique qui était très repérée, on a maintenant la mise à disposition de financement par l'État
assez divers et variés qui viennent abonder et, avec un but d'incitation, on va dire, de lancement de dynamique sur ces questions au niveau des territoires. Du coup, je vais partager un peu. J'ai essayé de, je voulais faire en plusieurs, enfin en 2 actes seulement. J'ai pas le temps de faire plus d'actes que ça. C'est une pièce qui a plus d'actes que ceux que je vais vous balayer rapidement, mais j'ai essayé de tenir par rapport au timing. Ça va, c'est lisible pour vous à l'écran? Normalement, ça Oui, c'est devrait aller. visible. C'est bon? Ok. Alors, petit retour historique pour expliquer voilà, comment ça s'est fait jusqu'alors et qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui, qui sera un peu l'acte 2. Et puis un certain nombre de précisions. Dématérialisation. La dématérialisation, sans faire d'étymologie, il y a 2 processus un peu différents et 2 termes qu'on emploie un peu l'un pour l'autre. Malheureusement, la dématérialisation, en termes sociotechniques, ça renvoie à un processus, a priori. Quand la numérisation renvoie à une opération technique. Numériser, c'est scanner. Grosso modo, c'est passer d'un format matérialisé à un format dématérialisé ou numérisé. La dématérialisation porte généralement sur l'ensemble d'une procédure. Or, même si ça a tendance un petit peu à disparaître, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont numérisées, mais il y a encore assez peu de procédures qui sont intégralement dématérialisées, c'est-à-dire qui ne supposent pas qu'à un moment, on scanne un document pour l'envoyer par mail, par exemple. Ce qui veut dire que là, il y a un processus où on a, dans une même démarche, un moment de dématérialisation, un moment de rematérialisation, etc. Des choses qu'on voit très bien dans les lieux où on accueille du public qui est en difficulté par rapport aux questions numériques, c'est qu'ils viennent parfois pour faire une impression, pour pouvoir scanner un document et l'envoyer par mail, etc. Cette précision étant posée, une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que quand on regarde comment s'est fait la dématérialisation et même où elle en est aujourd'hui, de bien préciser qu'elle ne porte pas uniquement sur les documents, mais sur l'ensemble de la relation administrative. L'exemple le plus simple pour ça, c'est la prise de rendez-vous par Internet, par exemple. On n'est pas là dans le fait de télécharger un formulaire ou de le remplir en ligne. On est là dans une dématérialisation de la prise de contact. C'est-à-dire qu'il faut en passer par des outils numériques pour pouvoir avoir un contact physique. Ça entraîne des difficultés qui sont autres. Ça permet aussi des choses qui sont autres, mais de bien avoir en tête que ce n'est pas simplement le document administratif qui s'est trouvé numérisé, mais bien l'ensemble de la relation administrative qui tend à être dématérialisée, l'accueil physique devenant secondaire, voire tertiaire. On a éventuellement de l'accueil téléphonique et on a en dernier lieu de l'accueil physique. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu quand même un repli très certain des accueils physiques de services publics sur les territoires depuis une dizaine d'années, mais très fortement depuis 5-6 ans. Quand on regarde comment est arrivée l'offre dématérialisée dans les services publics, ce qu'on note, c'est qu'au départ, c'était pensé vraiment comme un canal de communication en plus des autres. C'est-à-dire qu'on avait déjà et de l'accueil physique et de l'accueil téléphonique qui était déjà existant. Et il y avait cette proposition, grâce aux outils technologiques, de pouvoir faire les choses par Internet, grosso modo. Et le choix était laissé dans les textes administratifs, dans les guides, dans la charte Marianne. C'est quelque chose d'assez sensible. On était dans une logique de laisser le choix aux personnes qui étaient capables d'utiliser Internet pour faire un certain nombre de démarches en ligne. Avec l'idée sous-jacente que ceux qui n'étaient pas capables de le faire pouvaient continuer de fonctionner comme ils le faisaient jusqu'à présent. Et on était dans ce qu'on appelait des stratégies multicanales, où il s'agissait d'articuler des canaux de communication vers l'administration différenciés. Et puis, il s'est passé que, de manière assez brutale, malgré tout, c'est-à-dire sans beaucoup d'annonces, il y a eu alors, il y a eu des annonces d'objectifs de dématérialisation à 100%, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de gros programme qui s'appelle Action publique 2022, qui a été annoncé il y a déjà 2-3 ans et qui vise la dématérialisation de 100% des démarches administratives d'État, qui est un objectif qui va sans doute être revu à la baisse sur une portion seulement de l'ensemble de ces démarches. De fait, personne ne sait combien il y a de démarches et de procédures des administrations d'État à dématérialiser, parce qu'il n'y a pas de lieu synthétique où on peut le faire. Mais il y a des services maintenant au sein de, grosso modo,
du secrétariat d'État au numérique, enfin de la délégation interministérielle au numérique, qui travaille beaucoup sur et la dématérialisation et les ergonomies et les expériences usagées. Mais en tout état de cause, voilà, il y a un objectif de 100% de dématérialisation des démarches. Et il s'est fait que autour de 2015-2016, il est devenu rapidement obligatoire, en l'occurrence, d'en passer par Internet pour faire les démarches. C'est-à-dire qu'on est passé dans une logique de l'obligation, qui ne s'est pas vraiment dit, pas plus que la logique du choix était d'ailleurs beaucoup affirmée. Il est devenu incidemment obligatoire. Là, les gens n'avaient plus le choix. En l'occurrence, dans les caisses d'allocation familiale, il a fallu donner son adresse mail. Parfois, ça a été fait un petit peu rapidement et du coup, les personnes ne se sont pas rendues compte que si elles donnaient une adresse mail, ça faisait qu'on ne leur envoyait plus un courrier papier, par exemple. Donc avec des effets cliquets qui n'étaient pas forcément connus. Et alors là, je parle des organismes de sécurité, enfin de la CAF en l'occurrence. C'est la même chose pour les préfectures. Enfin, le plan nouvelle préfecture a fait que pour un nombre grandissant de démarches, ce n'est maintenant que par Internet que ça marche parce qu'il y a beaucoup de guichets de préfecture qui ont fermé sur les territoires. Et c'est l'une des spécificités pour le coup de cette dématérialisation telle qu'elle s'est faite. C'est que non seulement on est passé à du 100 enfin, à un mode de dématérialisation assez exclusif des autres modes de contact, mais en plus, il s'est fait de manière concomitante avec une fermeture des guichets. C'est important d'avoir ça en tête parce que pour le coup, ça dessine un certain mode de faire de la dématérialisation qui en soi n'est pas forcément négatif. On est toujours sur ces questions-là dans une forme d'alternative et d'alternance qui est qu'on sait et en l'occurrence, les études le prouvent, que ça facilite effectivement la vie pour un certain nombre de personnes, pour faire un certain nombre de choses, mais que par ailleurs, il y a certaines personnes qui ont des difficultés. En rendant exclusif la chose, on surexpose les personnes qui ont des difficultés. On peut penser qu'on aurait pu faire différemment, c'est ce que le défenseur des droits a beaucoup pointé et a beaucoup signalé et alerté là-dessus, de conserver un accès physique et un mode de communication non dématérialisé pour les personnes qui avaient des difficultés à le faire, et de laisser effectivement de fait la porte ouverte, quitte à l'améliorer même, d'accès aux démarches par Internet pour les autres. Le fait est qu'on a eu voilà, ce double mouvement de connectivité qui devient un petit peu obligatoire et de fermeture, avec une logique, puisqu'on était sur des questions de logique pour aujourd'hui, la logique en termes de communication des services publics de manière générale, c'est qu'on avait un service 100% accessible en permanence, voilà, versus la possibilité d'avoir une offre de proximité avec un guichet physique ouvert. Pour le dire rapidement, c'était dans la mesure où vous pouvez accéder à nos services en permanence depuis chez vous, on n'a plus besoin d'avoir des guichets ouverts à côté de chez vous avec de l'accueil physique. Ça, c'est quelque chose que Clara Deville, dans sa thèse, a admirablement montré. Je pourrais vous le mettre en lien, si vous voulez, à partir d'une étude très, très fine en milieu rural sur les CAF, que la justification de la fermeture, en l'occurrence de certaines permanences CAF ou autres, c'était la possibilité d'accéder aux services par Internet. Donc, on voit que c'est une logique qui a été très opératoire, on va dire, et qui a donné lieu à beaucoup de communication en ce sens-là. Vous pouvez accéder aux services quand vous voulez, puisque c'est disponible par Internet. L'une des d'autres choses, alors j'ai appelé ça, oui, le train lancé à marche forcée, c'est une expression du défenseur des droits dans son rapport de 2019 sur la dématérialisation des services publics. En l'occurrence, c'est pour ça que je mettais un peu un guillemet, et puis c'est une expression qu'on retrouve très très souvent quand on interroge les acteurs dans les enquêtes qui ont vu arriver ce train de la dématérialisation un petit peu en pleine face. L'autre chose qui est caractéristique sur la dématérialisation telle qu'elle s'est faite en France, alors on devrait dire les dématérialisations, mais j'en parlerai peut-être un petit peu après, pourquoi un pluriel, c'est qu'elle se fait d'une manière générale beaucoup en silo, c'est-à-dire que chaque administration a dématérialisé selon ses propres normes, on va dire, sans actualiser la possibilité d'Internet qui était a priori le fait d'avoir un guichet unique pour des services publics.
ce qui était beaucoup vendu à l'orée des années 90, enfin des années 2000, puisque c'est des réflexions qui, dans les services de la réforme de l'État, sont déjà très anciennes, c'est que ces nouvelles technologies allaient permettre non seulement de s'affranchir des guichets physiques, des effets de file d'attente, des fermetures, en l'occurrence des horaires d'ouverture et de fermeture des guichets, mais en plus, allait permettre d'avoir une interface unique pour gérer l'ensemble de ces droits, pour aller vite, ou des démarches administratives. Or, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait, même s'il y a il y a des outils aujourd'hui qui permettent on va dire, de compenser les effets de ces dématérialisations en silo première. Comme vous le voyez, on a un site et un compte pour la CAF, un pour la CEPAM. Il y a effectivement un site unique pour les titres sécurisés de la préfecture, la NTS, mais il a essuyé pas mal de difficultés au début. Quand on veut inscrire son enfant à la crèche localement ou au périscolaire, c'est le site de la commune. Parfois, dans la même commune ou la même agglomération, on a 3 comptes différents entre la régie pour les fluides, l'inscription de l'enfant à l'école et puis le périscolaire. Enfin, on voit que, alors que on va dire le format Internet permettait par principe d'avoir quelque chose, un langage commun et donc une interface commune, on a eu à l'inverse une multiplication. Chaque institution a fait sa dématérialisation, si on peut dire, et on s'est retrouvé avec une numérisation de la complexité plutôt qu'avec une simplification du rapport de la relation au droit et au service. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui est très caractéristique, c'est que la dématérialisation s'est faite sans, je dis faible, mais vraiment quasiment sans coordination et coopération avec les acteurs territoriaux. C'est vrai aussi des acteurs territoriaux qui mettent eux-mêmes en place des dématérialisations, hein. On pourrait y revenir, mais l'effet sur les individus n'est pas le même, et puis c'est plus récent. Pour le coup, ce qu'il y a quand même de très manifeste, c'est qu'il y a eu la dématérialisation. Elle a produit des effets en l'occurrence sur l'action sociale d'une manière générale. Et à partir de là, parfois, des discussions se sont engagées. Mais je ne connais pas de préfecture, quelques cafés encore ou autres, qui ont pris attache avec le département, l'action sociale locale, les structures de médiation numérique pour leur dire, nous allons fermer nos guichets. Nous allons tout passer en ligne. Il serait bon que vous soyez au courant. Quelles vont être les difficultés selon vous? Comment on peut accompagner la chose, etc., etc. Ça s'est vraiment fait de manière très descendante et sans travail préalable de préparation. Parce que aussi, en l'occurrence, ces organismes et ces services publics avaient des contraintes. Il ne s'agit pas ni de les excuser ni de justifier tout ça, mais ils ont répondu aussi à des contraintes et il n'y a pas de lieu. Enfin, pour le coup, c'est assez récent que la dématérialisation en tant que telle fasse l'objet d'une réflexion relativement commune par les services de l'État. Ça s'est fait de manière, enfin, ministère par ministère, organisme par organisme, mais pas du tout de manière globale. Voilà, rapidement, pour quelque chose qui serait un peu la première acte de la dématérialisation, qu'on pourrait situer entre 2015 et 2018 à grande vague. Alors qu'elle produit des effets dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui, hein, et ce qui est fait dans l'acte 2 tente de répondre un peu à ces effets. Le premier effet qui est aussi un mobile, en l'occurrence de la dématérialisation, c'est l'externalisation du travail administratif sur l'usager. Il faut quand même bien avoir en tête que ce que permet, en l'occurrence, la dématérialisation, c'est que les usagers fassent le travail qui était généralement fait avant par des agents administratifs. Le fait de remplir les choses en ligne, etc., ça permet de gagner du temps, ça rend les choses accessibles pour l'usager plus rapidement. Mais ça permet aussi de fait, parce qu'en l'occurrence, on n'est plus là dans de la coproduction, on est dans une forme d'autoproduction du service par les usagers. Vous voyez bien que là-dessous, il y a un enjeu majeur qui est les économies de coûts de gestion. La dématérialisation permet de faire des économies de coûts de gestion absolument faramineuses, et c'est pour ça qu'elle est mise en place par tous les États européens, de l'OCDE et autres. Tous les États dématérialisent leurs services publics parce que ça permet d'économiser, alors selon les études, parfois 100 fois sur sur une démarche identifiée, c'est 100 fois moins cher de le faire sur un mode dématérialisé que pas. Ce que ça a entraîné du côté des usagers, c'est que la connectivité, qui renvoie ça aussi bien au fait de matériellement être connecté, mais aussi au fait de savoir faire avec Internet et les démarches qui sont demandées, est devenue une nouvelle norme implicite de l'accès au droit.
C'est un peu comme ça que c'est un peu mon dada sur un article que j'avais sorti il y a quelques années déjà. Alors que les conditions d'éligibilité du droit ne font absolument pas état de ça, il est devenu de fait implicite et obligatoire de maîtriser ces outils-là pour accéder à ces droits. Voilà. C'est posé, si vous ne savez pas utiliser Internet, vous ne pouvez pas faire de demande de prime d'activité. La prime d'activité était 100% dématérialisée. Or, dans la prime d'activité, il n'est noté nulle part, pour le coup, qu'on doive être connecté et avoir des habilités numériques pour demander ce droit-là. C'est des conditions de ressources qui jouent, c'est absolument pas des conditions socio-techniques. C'est quelque chose qui a été un petit peu soulevé par le défenseur des droits, qui ne fait pas l'objet d'un traitement juridique en tant que tel encore par les recherches juridiques, mais ça va arriver, je pense, parce que ça pose une vraie question de droit, en l'occurrence, dans la mesure où ça n'est pas inscrit dans le droit. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en dehors du droit dans ce cas-là? Est-ce qu'en l'occurrence, ça n'a pas des effets discriminatoires? L'autre effet fort, c'est ce que Gaël a dit rapidement, c'est cet effet de délégation en chaîne de l'accompagnement des usagers qui ne savaient pas faire avec tout ça sur les premiers niveaux d'accueil de proximité. Que ce soit le travail social, les associations, ça peut être les centres sociaux, enfin tout lieu où les usagers avaient possibilité de s'adresser et étaient en confiance pour des questions qui ressortissaient à des difficultés administratives, ont été très très fortement sollicités mécaniquement pour les accompagner. Puisque les services publics dématérialisants ont rarement mis en œuvre des moyens d'accompagnement là où ils étaient, notamment puisqu'ils n'avaient plus de guichet physique. Alors, avec un effet, là, pour le coup, de discrimination territoriale extrêmement fort, les personnes habitant dans des grands centres urbains dans lesquels il y avait encore des accueils physiques de ces organismes-là ont été bien plus avantagés que ceux qui étaient en milieu rural et qui ont vu des permanences fermées, pour le coup. Là, il y a un effet, effectivement, d'inégalisation qui est extrêmement fort d'un point de vue territorial. Mais ce qu'on a voilà, très fortement vu, c'est cet effet de délégation, cette vague qui est arrivée, elle est souvent décrite comme ça, qui est vraiment à souligner parce que pour le coup, c'est vraiment à partir des acteurs de terrain qu'il y a eu une publicisation de cette question sur les effets de la dématérialisation, même avant que le défenseur des droits prenne la parole. En l'occurrence, enfin, on trouve des rapports et puis de l'expression des acteurs de terrain disant on a plein de gens qui arrivent, qui ne savent pas faire avec Internet, voilà, et ça occupe l'essentiel de notre travail. François a dû vous en parler, c'est vraiment venu percuter le travail social très fortement, mais aussi de manière plus large d'autres acteurs de proximité. L'implicite qui était vraiment contenu là-dedans, c'est que non seulement on ne se pose pas la question d'accompagner nos usagers, nous, organismes qui dématérialisons, mais de fait, ceux qui sont autour seront en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'on postulait que les capacités numériques, elles étaient largement partagées par les professionnels de l'action sociale, pour le dire un petit peu rapidement. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le Covid l'a montré, et pour le coup, ça, à cet endroit, c'est une bonne chose. Il y avait quelque chose qui était tabou, c'est que, enfin, une manière de tabou, pas plus qu'on s'est posé la question des compétences numériques des usagers, on s'était posé cette question-là à propos des professionnels de l'action sociale d'une manière générale. Or ça, François a dû vous le dire, pour le coup, dans la formation en travail social, il n'y a absolument pas de module sur les questions numériques. Ça va commencer à venir maintenant, ça frétille un petit peu depuis un an dans certains lieux, à l'IRTS PACA ou à celui de Montrouge, mais d'une manière générale, dans la formation initiale des travailleurs sociaux, il n'y a rien sur les questions numériques. Ce sont des jeunes, ils savent faire avec ça. Passons à autre chose. Et du coup, ce dont on s'est rendu compte là, c'est qu'en l'occurrence, certains des professionnels accompagnants étaient en difficulté eux-mêmes par rapport au numérique et du coup étaient doublement mis en difficulté pour accompagner les usagers. Je vais passer rapidement là-dessus, moi je vais être trop long. La troisième chose qu'on voit assez clairement, c'est que les organismes dématérialisants sont beaucoup appuyés ou sur des bénévoles. Emmaüs Connect a un bon exemple de ça. Il faut quand même bien voir que le modèle économique d'Emmaüs Connect, c'est d'avoir 2 salariés pour 50 bénévoles. C'est-à-dire que l'accompagnement, je ne sais pas s'il y a des Emmaüs Connect autour de chez vous, mais c'est un acteur qui est extrêmement repéré et qui fait très bien sa publicité. C'est vraiment, en l'occurrence, ça fonctionne sur des bénévoles dont en l'occurrence, les compétences ne sont pas questionnées et qui sont surtout de très bonne volonté pour accompagner les personnes en difficulté. Mais ça conduit à une très, très forte déprofessionnalisation de ce que c'est que la médiation numérique, puisqu'on s'appuie ou sur des bénévoles ou autre volant de recrutement très fort, les services civiques, auxquels ont eu énormément recours les collectivités et les organismes dématérialisants. On met des services civiques dans ce qui reste de nos accueils physiques, sachant que les services civiques n'ont pas de compétences pour accompagner des publics difficiles et on parle par principe de compétences numériques non plus.
Donc, parce que là, voilà, si on reprend rapidement, les effets, c'est qu'il y a eu une très très forte élusion de la question de la fracture numérique en France. La dématérialisation s'est faite de manière quand même assez brutale, sans anticiper pour le coup, les effets sur les territoires et les effets sur les usagers. Sans réellement thématiser cette question de la fracture numérique, essayer de la comprendre réellement, de la mesurer par anticipation. On aurait pu se dire dans un monde parfait que on aurait pu rester sur une logique de choix, laissant à ceux qui étaient dotés des capacités de le faire, de recourir à un service public dématérialisé, parce que pour ceux qui savent faire, ça nous arrange tous, de mesurer quel était le rapport au numérique des habitants des territoires, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement préalables, de repérer et identifier, et de lancer une filière autour de cette question de l'inclusion numérique en amont pour pouvoir petit à petit soit passer à du 100% dématérialisé avec des gens dont on avait pris la peine de les former initialement, des gens à savoir aussi bien des professionnels que des usagers, soit laisser ouvert un double accès possible, à savoir en dématérialisé pour ceux qui savent faire et en matérialisé pour les autres. C'est pas comme ça que ça s'est fait. En l'occurrence, on a fait des choses un peu à l'inverse. On a d'abord dématérialisé et puis on s'est occupé des effets ensuite. On est là dans ce qui est l'axe 2. J'ai l'impression que je déborde un peu, mais je vais laisser. Oui, tu débordes un peu, mais je te laisse encore Ouais, 5-7 minutes ça pour après suffira. avoir un temps d'échange. Absolument, ça suffira Ok, là-dessus. super. Cet acte 2, je vous le fais court parce qu'il y aurait un acte intermédiaire qui serait la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui date de 2018. Mais je n'ai pas le temps de tout faire. Je l'évoque là juste par le thème de numérique inclusif. On pourra le mettre en biblio sinon. Cet acte 2-là, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure en introduction. On est dans une configuration. Si on avait fait alors forcément, si on avait fait cette conférence l'an dernier à la même époque, le contenu aurait été totalement différent. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend bien compte. Ça pique même, si on veut, indépendamment de la question de ne pas pouvoir aller boire un coup avec les copains à 19h. Au regard de cette question-là, on était à des années-lumière de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que on était grosso modo sur une prise de conscience par le secrétariat d'État au numérique, qui a été d'abord celui de Mounir Majoubi et ensuite celui de Cédric O, de l'importance de la question de la fracture numérique en France. On appelle ça les éloignés du numérique. Il y a tout plein de termes là-dessus, mais on ne sait jamais trop quand on parle. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Disons globalement des personnes qui sont éloignées des questions numériques. Prise de conscience de ça et mise à disposition d'outils et de plateformes, pour le dire un petit peu rapidement, parce qu'il y a assez peu de moyens de fonctionnement. La stratégie pour un numérique inclusif, elle a mis en place plein de choses, elle a doté un petit peu en outils. Il avait été commencé à lancer ce principe de hub régionaux que j'évoque là un petit peu en quatrième point de ma slide. Les hubs, c'était l'idée de structurer au niveau régional, en l'occurrence, des acteurs plateformes les ressources et puis la formation et le reste sur les questions d'inclusion numérique. Ça marchait par un principe d'appel à manifestation d'intérêt. Il y en a 9 ou 12, je ne me souviens plus, qui dans une première vague ont pu candidater et obtenir un financement. C'est la Caisse des dépôts, pour le coup, qui a pu financer ça. Et ils avaient 500 000 euros, alors, en l'occurrence un petit peu moins, sur 2 ans, animer au niveau d'une région. Alors, c'est des hubs qui sont régionaux, mais qui, de fait, selon leur montage, la contrainte était d'avoir au moins 2 départements et a priori de ne pas avoir de portage par des collectivités. Ça dépend un peu comment ça s'est fait, mais d'une manière générale, c'est souvent des acteurs de la médiation numérique qui travaillent déjà ces questions-là, qui se sont trouvés leaders, on va dire, tête de file sur ces hubs. Voilà. Ça c'était l'un des premiers outils qui a été lancé par le secrétariat d'État au numérique en 2019. Il est à repérer que pour le coup, le Grand Est n'a pas candidaté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'acteur qui a candidaté sur ce hub-là, ce qui fait que vous n'en avez pas dans le Grand Est. Par rapport à d'autres territoires, pour le coup, ça crée une relative inégalité. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bretagne n'en a pas non plus, mais la Nouvelle-Aquitaine en a un, PACA en a un, Lille en a un, etc. Il n'y en a pas eu dans le Grand Est. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça serait effectivement à creuser. C'est l'un des. Voilà, là c'est en l'occurrence le secrétariat d'État au numérique qui, par le biais de la Caisse des dépôts, avait réussi à avoir 5 millions d'euros, pour le coup, à peu près, pour financer des hubs avec en charge de faire d'animer des stratégies un peu territoriales de dimension régionale, mais sans beaucoup plus de moyens, on va dire.
Ce que le Covid a amené, c'est cette histoire, en l'occurrence, c'est ce plan de relance avec près de 500 millions dévolus, dédiés à la médiation, à l'inclusion numérique. Et puis par ailleurs, mais ça j'en parlerai pas, la transformation publique de l'État qui a été dotée d'1 milliard d'euros pour améliorer notamment les interfaces, accélérer la dématérialisation sur une partie un petit peu plus technique. Ce qui a été choisi de faire avec ces 500 millions, en l'occurrence, c'est notamment de former et de rémunérer 4000 conseillers numériques sur l'ensemble du territoire national. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est sorti il y a 3 semaines, un mois maintenant, avec un rendu qui se fait pour le coup au fil de l'eau, c'est-à-dire que les collectivités et des structures associatives peuvent émarger, venir candidater sur cette plateforme-là. C'est quand même quelque chose de, enfin, ça représente quand même un volant important d'acteurs de médiation numérique. 4000, c'est pas rien. Si on fait une moyenne, sachant qu'il y a 100 départements, ça veut dire à peu près 40 par département. C'est pas ça qui sera effectivement mis en place. Mais il y a là l'État qui dit on forme et on rémunère sur 24 mois, enfin, sur 2 ans, au niveau du SMIC, des conseillers numériques, charge aux collectivités de dire combien elles en veulent et où elles les mettent, à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même qui est récent, qui est vraiment dû au Covid et au plan de relance. On voit bien, il y a un objectif dessous, c'est d'accompagner dans le numérique du quotidien et dans les démarches administratives. C'est comme ça que c'est dit par, en l'occurrence, le secrétariat d'État. Et puis, il y a aussi cette idée de lancer la professionnalisation de la médiation. Attends, Pierre, j'ai coupé. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Parce que du coup, je ne pouvais plus parler. Qu'est-ce que je disais? C'est la professionnalisation de la médiation. Ouais, sur la question des conseillers Oui, numériques. Et après, je pense qu'il va falloir juste qu'on fasse la pause pour permettre un petit round de un questions. Mais petit je te laisse échange. finir sur la question des conseillers numériques et t'expliquer un peu comment ça se déroulerait sur les territoires. Alors ça, voilà, s'il y a des médiateurs numériques, il y a manifestement des acteurs de médiation numérique ici, donc ils sauront de quoi je parle. Et quand on voit sur quoi s'étaient appuyés les organismes qui dématérialisent préalablement, à savoir des bénévoles et des services civiques, il y a là la volonté de rendre un petit peu opérationnelle la professionnalisation de ça. Il n'y a pas de diplôme de la médiation numérique en France. C'est pas un métier en tant que tel. Donc, ça fait 20 ans que ça a été signalé, mais voilà, j'ai pas le temps. Je fais court là-dessus. Mais là, il y a vraiment cette idée d'avoir un diplôme, en l'occurrence en face, un contenu de formation identifié, etc. Comment ça se Ça, fera après sur les territoires? On verra. Pascal Plantard en avait pas mal parlé quand même. Il avait insisté sur cette question d'une vraie formation. Enfin, pour celles et ceux qui étaient à la conférence de Pascal Plantard, qui était notre première conférence, il avait vraiment insisté effectivement sur l'idée que ce n'était pas simplement formé à l'outil, voilà, mais que c'était aussi formé. Il y a toute une culture aussi à pouvoir intégrer pour faire une vraie médiation numérique, une culture numérique importante, donc justement liée à tout ce qu'il nous a expliqué sur les questions d'imaginaire, etc. Mmh, Voilà. mmh, mmh. Ah oui, c'est un sujet qui nous anime beaucoup en ce moment, Ouais. surtout compte tenu des acteurs qui vont s'occuper de la formation de ces conseillers. Mais je referme la parenthèse juste pour évoquer rapidement les autres. Ok. Des enveloppes, parce que ça fait partie aussi des outils, j'ai en tête et la séquence 2 et puis l'atelier après. Oui, du En coup, il faut l'occurrence, clore juste pour qu'on puisse avoir un petit temps de questions là. aujourd'hui, de fait, il y a des moyens, donc les collectivités, les acteurs territoriaux peuvent se saisir parce qu'il y a aussi des enveloppes à disposition des préfectures en matière d'équipement. Ça, c'est l'effet continuité pédagogique. Et puis, il y a aussi des outils nationaux. Alors, le pass numérique, il a été assez peu mis en place, sinon par la métropole européenne de Strasbourg, qui a commandé des passes numériques. Mais ça fait partie des outils, en l'occurrence, qu'on peut utiliser. Ça permet de payer des heures de formation, pour le coup, qui sont cofinancées par l'État. Il y a les EFS et les espaces France Service aussi qui sont beaucoup développés. Là, ils ont pratiquement doublé par rapport aux maisons de service au public, les MSAP avant. Il y a PIX qui est un outil d'évaluation. Voilà, ça fait partie des outils qui sont mis à disposition, alors ou de financement ou des outils en tant que tels, mis à disposition au niveau national, donc peuvent s'emparer les territoires. PIX, c'est un outil d'évaluation qui a une version qui est faite aussi pour les débutants, dont on attend la sortie. Et puis il y a Aidant Connect, je ne sais pas si François vous en a parlé, mais c'est quelque chose d'important pour répondre à ce problème un peu éthique des travailleurs sociaux de faire à la place des gens. Et de Connect, c'est une interface qui, sur la base de France Connect, permet à des tiers de faire à la place des gens en étant repérés et déresponsabilisés en tant que tel. Voilà. Rapidement, pour laisser un peu la place aux échanges.
de cette première séquence. Merci. Qui est déjà extrêmement riche effectivement voilà, qui est déjà très riche, sur, à la fois l'aspect, historique et pourquoi on en est là aujourd'hui et effectivement les outils développés aujourd'hui. Je voulais dire qu'effectivement alors je crois que notre collègue, parce que tu as interpellé Emmaüs Connect, mais je crois que Thomas Lecourt, qui effectivement est le responsable d'Emmaüs Connect à Strasbourg, n'est pas là. Il aurait pu en tout cas expliquer en tout cas ils se sont, implantés à Strasbourg, Emmaüs Connect et puis il y a aussi dans la salle des collègues qui travaillent dans des fabriques de territoire, qui est aussi un des dispositifs que tu as mentionné. Est-ce que vous avez des réactions Ah, Thomas, merci, tu es là. Bon, voilà, si je te laisserai réagir autour de cette question de peut-être du bénévolat, etc. Je ne sais pas, voilà, comment tu souhaites le faire, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, des réactions, des choses effectivement avec lesquelles vous voudriez échanger avec Pierre. Du coup, je réponds à des questions que je vois à propos des non-connect, par exemple. Et dans Connect qui peut être fort utile, qui peut être aussi une usine à gaz, hein. Je fais état des outils existants, il faut voir ce que ça donne après. Pour le coup, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus à une phase d'essai. Par contre, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Là, pour le coup, il était prévu qu'ils sortent et le Covid a suspendu la chose. Des essais, des expérimentations sur les dents Connect, il y en a eu déjà plein. Et je pense qu'ils n'en sont plus à faire des expés là-dessus. Mais simplement, l'actualité a aussi pas mal bouleversé ceux qui s'occupent au secrétariat. Alors, du coup, maintenant, le secrétariat d'État a été partagé à l'Agence de nouvelles pour la cohésion des territoires, la NCT, et puis une partie de la délégation au numérique est allée à la DITP. Enfin, je vous passe les détails administratifs, mais pour le coup, ça fait qu'il y a des équipes qui ont été un petit peu scindées. Et a priori, d'un point de vue technique et en termes d'expérimentation, et dans Connect, il y a déjà eu 3 vagues, donc ça devrait être bon. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils l'annoncent et que ça ne sort pas. Donc, je ne sais pas vous dire pourquoi. Ça viendra peut-être un jour. Donc effectivement, François nous avait parlé des dents Connect et puis juste pour Coralie Muri de l'EMS, donc de l'Eurométropole de Strasbourg, a réagi effectivement pour dire que des passes numériques, en tout cas sur le territoire de la ville de Strasbourg, seraient disponibles. Donc comme tu le disais, c'est des chèques formation où des personnes qui expriment un besoin d'accompagnement ou de formation peuvent effectivement aller se former dans des structures repérées au sein du réseau strasbourgeois. Mais peut-être voilà, peut-être certaines d'entre vous voudront plus expliciter. J'entendais une réaction. Oui, si je peux. Oui, bien sûr, Sylvie. Merci beaucoup. Oui, alors je voudrais effectivement remercier Pierre pour son intervention qui a fait écho, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs sociaux. Moi-même formatrice à l'ESTES il y a quelques années, et en lien avec les problèmes du net en 2004, sur tout ce qui est accès numérique. Alors, comment accompagner effectivement ces personnes si effectivement certains travailleurs sociaux ou formateurs perçoivent cet outil effectivement comme un danger ou ne se sont formés à cela quand. Et donc, je crois que c'est aussi effectivement l'état d'esprit qui vraiment effectivement a changé, ce qui est très difficile. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait écho effectivement dans ce qu'il a pu dire. Et puis, je pense aussi que le numérique permet ces regards croisés, ces approches systémiques et un management horizontal et pas vertical, mais aussi des fois des rétentions d'informations. L'entre-soi, ça permet aussi de dépasser l'entre-soi. Donc, c'est l'intelligence collective, voilà. Je pense que la question des travailleurs sociaux est aussi liée à ce manque d'anticipation dont tu parlais, Pierre. Cette idée que c'est pas que ça nous, enfin voilà, c'est un peu cette anticipation et finalement une impréparation un petit peu. Alors, il y a plusieurs. C'est des messages, je pensais que François vous avez fait un peu de Oui. détail là-dessus. Il y a des choses à rappeler sur ce rapport travail social et numérique, quoi. Le premier truc, c'est qu'effectivement, en l'occurrence, ça leur est tombé dessus, sans préparation, sans travail de réflexivité, ce que les travailleurs sociaux aiment généralement plutôt bien faire quand même, comme une nouvelle dimension absolument pas discutée et mise dans les profils de poste, pas consignée, c'est-à-dire avec pas de consigne. Moi qui ai fait beaucoup de formations à direction des travailleurs sociaux, c'était extrêmement intéressant de voir qu'ils venaient en leur titre individuel et jamais parce que leur collectivité les avait dépêchés sur ces formations-là. Donc, ils arrivaient avec des questionnements qui n'étaient pas ceux de leur collectivité. Et de fait, ils ont eu très peu de consignes de leur collectivité. Parce qu'on en parlera un peu après dans la deuxième séquence. En l'occurrence,
tenir compte de ça, indépendamment des questions de lien dont on discutera après, si vous voulez, des réticences de principe des travailleurs sociaux et de leur habilité à le faire. Accompagner numériquement les gens, ça prend du temps. Alors, il y a des contraintes temporelles et spatiales qui sont extrêmement fortes et qui n'ont pas du tout non plus été anticipées par les collectivités. À leur décharge, personne ne les a avertis de ça. C'est pour ça que je lui disais que ça s'est fait quand même sans anticipation. C'était quelque chose de très caractéristique dans les formations que je faisais. Tous les travailleurs sociaux qui étaient donc mobilisés, hein, moi j'avais que ceux qui avaient choisi de faire individuellement une formation accompagnement social et numérique, donc avec un effet de sélection très fort de personnes mobilisées là-dessus. Ils avaient tous des questionnements sur leur posture. Comment je fais pour accompagner bien? Comment je fais, en l'occurrence, pour ne pas faire à la place des gens, parce que ça vient en l'occurrence en contradiction directe avec la finalité de l'intervention sociale. Il faut autonomiser les gens, etc. Et aucun sur ce que ça impliquerait de pouvoir le faire concrètement. C'est-à-dire, je leur disais, mais d'abord, est-ce que vous avez un poste en libre accès des personnes que vous accompagnez? Est-ce que vous utilisez votre ordinateur ou pas? Quelles autorisations vous avez de votre système d'information pour aller faire des choses ou pas? Quel espace vous avez pour faire des trucs avec les gens? C'est-à-dire, pour le faire de manière caricaturale, il y avait beaucoup de questions sur les postures, alors que de fait, les travailleurs sociaux n'ont pas la possibilité de faire, en étant à côté des gens, des démarches en ligne, par exemple. Donc, là, ça montre bien qu'il y a effectivement eu pas d'anticipation des structures. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les collectivités soient beaucoup plus à l'aise avec ça en vrai, parce que c'est une chose de pouvoir aller capter des financements de l'État, et puis tant mieux si elles le font, elles ont raison. Ça suppose ça suppose de faire le clair sur qu'est-ce que le travail social fait sur cette question-là au niveau du territoire. Et ça, pour le coup, voilà, ça veut dire changer les espaces, changer les postures d'accueil, c'est-à-dire faire non pas ça veut dire sortir du face-à-face qui, pour le travail social, est très compliqué. On dit il y a beaucoup de choses qui sont dites un peu rapidement et qui sont vraiment là de l'ordre des techno-imaginaires, comme dirait Pascal. Mais alors là, on n'est pas dans le techno-imaginaire technique, on est dans de l'imaginaire symboliste du travail social. C'est cette importance du face-à-face et le fait que l'écran ferait écran. Quand on regarde comment ça marche en vrai, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a assez peu d'observations qui sont faites de ça, et on a fait une petite début d'enquête avec François, on se rend compte qu'en fait, il y a des usages du numérique qui ne sont même pas mentalisés par les travailleurs sociaux. Un ordinateur portable, on peut le tourner, il ne fait pas forcément écran, ça peut devenir le support de la relation à l'inverse. Et du coup, à ce moment-là, il ne fait pas écran. Par contre, ça suppose d'être à côté des gens. Et le travail social a l'habitude d'être dans une relation de face à face. S'il y a un endroit de blocage très clair dans le travail social, il est à cet endroit-là, à mon avis. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, et ils n'ont aucune raison d'être à l'aise avec le numérique, soyons clairs, ils n'ont pas été formés à ça. Ils peuvent avoir des réticences sur l'outil. Je connais aussi des travailleurs sociaux qui sont parfaitement à l'aise avec le numérique, mais qui estiment que ce n'est pas leur travail de faire ça. Donc, on a des effets d'amalgame sur ces questions de travail social et numérique. Il faut un peu distinguer les choses parce qu'il y a des effets d'enchaînement sur si on dit que ça fait partie du travail social, il faut équiper les agents. Ça veut dire leur donner des compétences quand ils n'en ont pas et leur donner des situations et des configurations d'intervention qui leur permettent de le faire réellement. Oui, comment dire? François a fait effectivement bien retracer tous ces enjeux autour de la relation aussi, justement professionnelle aux usagers et cetera. Ce que tu dis confirme effectivement ce qu'il a brossé lors de son intervention. Alors excusez-moi, sur la question des passes numériques ailleurs dans le Grand Est, alors pour tout vous dire, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues d'autres collectivités qui sont là et qui pourraient vous répondre. Je sais qu'à Strasbourg, ils ont été très actifs pour justement décrocher effectivement ces passes numériques. Dans d'autres collectivités, je ne sais pas, mais on peut essayer de se renseigner ou en tout cas faire un appel là déjà pour savoir si certains d'entre vous le savent. Et ah oui, Strasbourg et Eurométropole, me dit Coralie, merci. Et donc, du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent sur d'autres territoires dans le Grand Est. Et sinon, je vais essayer aussi de me renseigner auprès des collègues qui pourraient détenir l'information. Ça, c'est assez simple. Je vous mettrai en lien. J'avais regardé hier, j'ai un petit peu oublié, mais dans mon souvenir, il y a 3 sites dans la région Grand Est qui ont pris 3 collectivités qui ont pris des passes. Il y en a un qui est pour la fibre, donc du coup, c'est pas la même chose. Ça, c'est la Moselle, je crois. Ouais, et du coup, je vous le dirai, je vous le mettrai en lien. Je crois qu'il y a Nancy, et puis il y avait quelque chose vers Metz, donc il faut que je Alors, regarde ça, je vous le dirai. ok, merci Pierre.
Est-ce que vous avez d'autres réactions, questions? Gaël, ouais, du coup, je vais peut-être réagir. Donc, c'est Thomas Lecourt, je suis le responsable de l'antenne des Maïs Connect de Strasbourg. Merci Pierre Mazet pour votre intervention. Et puis, merci d'avoir cité aussi Maïs Connect, de reconnaître qu'on est plutôt bien reconnu, justement, et connu. Tant mieux si on a un service com qui fait bien son boulot. Je ne vais pas rentrer dans un débat maintenant, mais sur la question des bénévoles. Alors oui, effectivement, on travaille avec beaucoup de bénévoles. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça n'empêche pas, à mon avis, de bien faire le travail et de faire une bonne médiation numérique. Là-dessus, sur ce point-là, c'est assez faux de dire qu'ils ne sont pas formés et qu'on ne contrôle pas justement leurs compétences. Nous-mêmes, on s'est largement professionnalisé sur ces questions-là depuis plusieurs années. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même chose, un bénévole qui vient 2-3 fois par semaine et un professionnel qui fait ça à plein temps, qui va avoir une formation plus intense sur plusieurs centaines d'heures, comme ce qui est en train d'être prévu à travers le dispositif conseiller numérique. Mais je pense que c'est mieux que rien. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions pour l'instant. Et surtout, l'ampleur est telle, c'est-à-dire on parle de millions de personnes. Je crois que Pascal Plantard nous l'avait rappelé, on les connaît ces chiffres, 13 millions de personnes, ça qui sont en précarité numérique. Avec 4000 conseillers numériques, on ne va pas accompagner 13 millions de personnes. Et donc, l'idée derrière, c'est que on puisse, quand je dis on, ce n'est pas que Maïs Connect, mais c'est que de manière générale, la société, l'engagement citoyen puisse démultiplier ces accompagnements qui, à certains égards, parfois peut être fait relativement facilement. En tout cas, des bénévoles peuvent se mobiliser là-dessus. Voilà, je voulais juste aussi préciser concernant les hubs. Donc oui, il y avait eu une candidature dans le Grand Est qui avait été faite lors de la première vague des hubs. En l'occurrence, c'était Emails Connect avec un consortium sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Cette candidature n'avait pas été retenue, notamment parce que c'était sur un territoire trop petit, même si on avait respecté la règle des minimum 2 départements. Voilà, sur cette deuxième vague là, qui est en cours, Emails Connect, en lien notamment avec FAS, on va à nouveau proposer une candidature. Et on espère qu'un hub sera installé du coup dans le Grand Est. Voilà. Merci Thomas pour ces précisions. Il est 10h10, donc je te propose, Pierre, d'enchaîner sur la deuxième partie. On avait convenu de finir à 10h30. L'idée, c'est donc que Pierre puisse finir sa conférence dans les 20 prochaines minutes et qu'on prenne, je pense, encore quand même un quart d'heure à l'issue pour celles et ceux qui pourraient déborder de 10 minutes, un quart d'heure pour quand même avoir encore un moment d'échange avec Pierre et on commencera les ateliers avec un peu de retard, je pense. Voilà. Donc Pierre, je te laisse. Ouais, je passe à la. Si j'ai mon truc. Juste en retour sur Image Connect et surtout parce que je ne veux, je me suis auto-piégé, je veux surtout pas que ça focalise l'attention. J'entends bien qu'il faille démultiplier les rapports. Je connais bien la communication d'Image Connect et je connais bien son directeur. Mais il ne faut pas refaire l'histoire à l'envers. Avant qu'il y ait 4000 conseillers numériques, il n'y avait pas de mouvement fort de la part de l'État ou des collectivités pour professionnaliser cette médiation numérique-là, sachant qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire médiation numérique. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans ce détail-là pour travailler la question sur un rapport précis. Je vous promets que ce n'est pas simple. L'enjeu qui est là, et moi, je n'ai pas de problème avec le secteur associatif, j'ai beaucoup travaillé avec, voire même dans, c'était de faire comprendre qu'on ne pouvait pas s'appuyer, compte tenu de l'ampleur des choses, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le bénévolat ou des services civiques, et que ça méritait une réelle professionnalisation, parce que malgré tout, c'est la professionnalisation qui fait prendre conscience d'un phénomène en termes de construction de l'action publique. Donc il y avait ce mouvement qui était assez ambigu et qui allait très bien à l'État. Quand le tiers secteur prend en charge les effets de la dématérialisation des services publics, ça leur va très bien, parce que ça ne coûte rien pour le coup. Et là, ça pose un réel problème par rapport à des gens qui font de la médiation numérique. Et faire de la médiation numérique, ça ne veut pas dire accompagner aux démarches en ligne. Hein. Ceux qui sont sur la médiation numérique depuis la fin des années 90, ils ne s'occupaient pas de démarches administratives. Hein. Ils faisaient de l'éducation multimédia, de l'éducation à Internet, c'était autre chose. Qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont enchaîné en l'occurrence à peu près tous les contrats précaires qui étaient possibles, en l'occurrence les contrats d'insertion, sans arriver à professionnaliser la chose. Et s'il n'y avait pas eu Covid, je suis très dubitatif sur le déploiement par les collectivités, par exemple, en l'occurrence, de vrais postes d'accompagnement aux démarches en ligne.
Et du coup, c'est là que c'est compliqué, c'est que des Amélie Connect, il n'y en a pas partout. Ça crée une inégalité entre les territoires qui est très fort, et ça veut dire qu'on se repose uniquement sur des bénévoles. Qu'ils soient formés ou pas formés, compétents ou pas compétents, c'est une autre question. Et en plus, ça, et là, je vais pouvoir du coup enchaîner avec la suite. Alors, Ça juste peut, Pierre, pour dire que ce que tu brosses aussi comme effectivement le repos en fait de l'État sur certaines problématiques sur le tiers secteur et notamment sur la question de l'intervention du travail social, je crois qu'on est aussi sur une problématique beaucoup plus générale de la valorisation du travail et de l'intervention sociale en général. Je pense que la médiation numérique aussi fait partie finalement de ce package d'intervention sociale qui n'est pas forcément très valorisé comme un certain nombre d'autres interventions sociales. Je pense qu'on est vraiment aussi sur une problématique voilà, très, très générale autour d'effectivement d'utilisation de tiers secteurs, de contrats précaires, etc. dans certains champs sociaux. Mais voilà, je clôt la parenthèse, mais pour dire que ça ouais, se remet aussi après, dans une problématique plus généraliste autour de la valorisation plus générale de l'intervention sociale, dont l'intervention numérique, dont la médiation numérique fait partie. Je te laisse enchaîner sur la deuxième partie. oui, mais du coup, c'est ce que ça permettait, en Ah, pardon. l'occurrence. Alors, je vais partager, mais C'était juste pour resituer. non, non, mais j'entends bien. Après, on Ouais. pourrait faire effectivement un combat entre pauvres, en un sens, ceux qui sont les moins dotés. Mais Oui, bah, c'est… pour le coup, ça permet de faire je trouve assez bien une transition si on passe là au niveau de comment on pense des stratégies au niveau des territoires, compte étant tenu de ce qu'on voit un peu au niveau national. Et puis encore une fois, j'insiste euh, sur ce déploiement d'argent et de financement permis par le plan de relance. Il est difficile de penser ces questions-là en dehors de cette nouveauté-là, si vous voulez, aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, on va très rapidement sur cette question des 4000 conseillers numériques. Effectivement, ils vont pas tout résoudre, on est d'accord. Il y aura besoin d'autres aides, et ça tombe bien parce qu'il y en a d'autres qui bossaient déjà sur ces questions-là. Mais il n'empêche que ça vient aussi. Alors, l'objectif, a priori, c'est de lancer des dynamiques sur les territoires. Ça vient aussi beaucoup percuter les dynamiques possibles sur les territoires, parce que ça se fait quand même assez rapidement. Et comme souvent sur ces dispositifs-là, qui sont des appels à manifestation d'intérêt, il y a le risque en l'occurrence, de privilégier les territoires qui sont les plus avancés dans la réflexion, parce que c'est ceux qui sont capables de réagir le plus rapidement à des dispositifs, enfin, à des interfaces comme la manifestation d'intérêt. Euh, et peut-être que du coup, ce serait intéressant, mais on n'a pas le temps ici, mais de savoir pourquoi le hub Emmaüs Connect sur 2 territoires n'a pas pris serait aussi intéressant à analyser là-dedans. Pourquoi je dis tout ça et pourquoi, en l'occurrence, c'est intéressant de s'occuper voilà, des questions de formation et de professionnalisation. Ça fera sans doute écho nécessairement à ce qu'a dit Pascal. Quand on parle de stratégie sur les territoires, la première question à se poser, sachant que je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a des ateliers qui vont bosser là-dessus derrière. Donc, je suis pris un peu entre deux feux. Je ne veux pas donner des réponses toutes faites. J'ai envie que dans les ateliers, ça puisse bosser sur ces trucs-là. Mais là, l'une des choses qui est vraiment, selon moi, prioritaire, et encore une fois, j'ai fait quand même beaucoup d'accompagnement en mise en œuvre de certaines, enfin, de démarches locales et puis de formation ou des travailleurs sociaux, des responsables de services et autres, c'est de savoir ce qu'on veut faire, en fait. Quand on parle d'inclusion numérique, on ne sait pas très bien ce qu'on met dedans, pour le coup. Le secrétariat d'État a distingué l'accompagnement aux démarches en ligne et le numérique du quotidien, ce qui est quelque chose déjà d'assez nouveau. Le Covid a montré d'une manière générale que quand on n'était pas connecté, c'était beaucoup plus compliqué d'échanger avec ses proches, de pouvoir continuer à travailler, etc. Du coup, là, on est, si vous voulez, il y a deux manières de pôle quand on parle d'inclusion numérique, pour aller un peu rapidement. Une inclusion numérique qui considère qu'il faut accompagner les personnes dans leurs démarches administratives en ligne. Et là-dessus, il y a un effet de focus qui est très fort aujourd'hui, et c'est le cadre général de cette intervention. Et puis, il y en a un autre dans lequel sont les acteurs fondamentaux, on va dire, premiers de la médiation numérique, qui pensent que c'est un outil d'émancipation et que ça permet d'avoir un usage raisonné des outils technologiques. On n'est pas du tout sur les mêmes, en l'occurrence, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs selon qu'on conçoit l'inclusion numérique d'une manière ou d'une autre. D'un côté, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler de la lutte contre l'exclusion numérique. Il y a un effet d'exclusion numérique. La dématérialisation a entraîné une exclusion par le numérique dans le rapport au droit. L'exclusion, c'est un processus, ce n'est pas un état de fait. Si les personnes avaient eu le choix de choisir leur mode d'accès, en l'occurrence à leurs droits ou aux administrations, elles n'auraient pas été exclues numériques.
elles auraient été en retrait du numérique parce qu'elles en faisaient le choix, parce qu'elles avaient, en l'occurrence, pas envie d'utiliser cet outil-là, et que c'est à partir du moment où ça devient obligatoire, on crée de l'exclusion pour ceux qui ne savent pas faire, et on crée éventuellement le besoin d'accompagnement derrière. Comme je vous l'ai montré, ça s'est fait quand même dans ce sens-là. On n'a pas eu de programme d'inclusion numérique en France à partir des années 2000. On a eu beaucoup de discours, des réformes de l'État, de modernisation des outils de modernisation, enfin de modernisation des outils de services publics. Ce fait que ça devient obligatoire et le fait que ça devienne obligatoire a rendu compte des effets d'exclusion numérique, en l'occurrence en France. Et depuis, on a cette histoire des 13 millions qui sont une cote, il faut voir ce qu'il y a dedans, parce que d'une manière générale, et je pense que les acteurs qui sont sur le terrain, ils reçoivent aussi, ils reçoivent des gens qui ont des compétences numériques et qui sont par exemple capables d'utiliser leur smartphone. Pour autant, ils ne sont pas capables de faire leur démarche CAF en ligne. Euh, L'un des inconvénients de la manière dont a été publicisé, rendu public et problématique la question de l'inclusion numérique en France, c'est qu'on a beaucoup regardé sous le jour de l'accès aux démarches administratives, ce qui a fait sortir un petit peu du champ tous les autres, en l'occurrence, les autres objectifs dont Pascal Plantard avait dû vous parler, parce que justement, Pascal est un chercheur en anthropologie qui travaille depuis 30 ans sur ces questions-là. Il faut bien vous dire que au début des années 2000, il n'y avait pas de dématérialisation des services publics, il y avait déjà un discours sur la nécessité de l'alphabétisation numérique et le faire en sorte que les citoyens, dans les sociétés qui s'annonçaient, on était même en deçà du web 3.0, en deçà des smartphones, il allait devenir indispensable de savoir utiliser ça, et même dans des démarches d'éducation populaire, d'équiper les gens pour le faire. Et il y a eu beaucoup de personnes en contrat précaire employées comme animateurs multimédia qui faisaient ça, en l'occurrence, dans leur petit coin. Il n'y a jamais eu de programme public important pour dire il faut que les citoyens français ils soient tous à l'aise avec ces nouvelles technologies et on va mettre en place quelque chose de large pour que tout le monde soit formé. C'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Et du coup, on a maintenant un effet d'écrasement qui fait souvent considérer l'inclusion numérique comme, c'est ce qu'on appelle ça la voiture balai avec les collègues du Lab Accès, c'est-à-dire de faire de l'accompagnement aux démarches administratives en ligne. C'est une conception assez réduite de l'inclusion numérique. Faire accompagner les gens aux démarches administratives, faciliter leur accès aux droits, c'est absolument indispensable et urgent. Ce n'est pas moi qui ai travaillé sur nos recours qui vous dirait le contraire. Mais en tout état de cause, ce n'est pas une dimension suffisante pour que les gens développent des capacités par rapport aux outils numériques. Je vais un peu vite, donc je ne balaye pas là pour le coup dans l'ordre les divers éléments qui sont sur la slide de mon PowerPoint. L'un des inconvénients et l'un des endroits où ça ne peut pas fonctionner, et là en l'occurrence tous les travaux de pédagogie sur les technologies l'ont montré, le modèle, qui peut être aussi bien d'ailleurs celui du bénévole des Maïf Connect là-dessus, mais aussi des services civiques, le modèle on va mettre en place des accompagnements à un coût pour les personnes qui ne savent pas faire au moment de faire leur déclaration d'impôt, et puis après elles sauront faire, ça ne marche pas avec les personnes éloignées du numérique. Il faut bien se dire ça, quand on regarde les chiffres de qui est éloigné du numérique, grosso modo, d'un point de vue statistique, on a à peu près toujours les mêmes variables qui ressortent et qui sont absolument structurantes. Il y a la variable de l'âge. Plus on est âgé, moins on est connecté. Ça reste vrai, même si on a un effet de décalage dans le temps maintenant en termes d'âge sur ceux qui sont vraiment très déconnectés. Ouais, c'est d'ailleurs assez intéressant et je pense que là, ça serait intéressant de le voir après le Covid. On est passé grosso modo des plus de 65 aux plus de 70, 71 ans dans ceux qui vraiment sont beaucoup moins connectés que les autres. Pour une raison assez simple, les personnes qui arrivent à la retraite aujourd'hui ont généralement eu de la bureautique ou de l'informatique dans leur travail, ce qui fait qu'elles arrivent plus équipées que les personnes d'avant. La deuxième variable qui est encore plus structurante que l'âge, en l'occurrence, c'est le niveau de diplôme. Quand on regarde les personnes non connectées, elles sont très majoritairement moins diplômées. Ou plutôt, moins on est diplômé, moins on est connecté. C'est plutôt dans ce sens que ça marche. Et par des effets de corrélation qui sont bien connus en France, moins on est diplômé, moins on a de ressources. Et en l'occurrence, plus les personnes sont précaires en termes de ressources, moins elles sont connectées. Ça, c'est des aspects qui sont importants parce que si on se dit qu'on veut faire de l'inclusion numérique au sens de l'émancipation, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces publics-là. Il y a effectivement tout un tas d'appréhensions dans le rapport aux outils technologiques, sur l'estime de soi, sa capacité à savoir faire les choses, quand on regarde vraiment comment ça se déroule dans des interactions là-dessus.
En l'occurrence, il y a des tas de gens qui arrivent et qui demandent qu'on les accompagne sur leur démarche CAF ou autre, qui ne sont pas du tout dans une posture d'apprendre à faire les choses, déjà parce que l'environnement ne les prépare pas forcément, mais parce en plus, ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, en l'occurrence. Et pour eux, c'est trop compliqué. Les personnes les plus âgées, très clairement, elles n'ont pas envie de recommencer à apprendre. Et pour d'autres qui ont eu des parcours de formation qui ont été parfois un peu courts et qui sont peu formés, se mettre dans un contexte d'apprentissage, ça demande, en l'occurrence des ressources cognitives qu'ils ne se sentent pas d'avoir. Et là, pour le coup, la médiation qui va juste montrer aux gens, vous cliquez là, vous rentrez vos chiffres, elle marche ce coup-là. Un an après, lorsque l'interface a changé, ça ne marche plus. Tous ceux qui font de l'accompagnement de public éloigné du numérique sur quelque démarche que ce soit, ils vous le disent, et je l'ai pu le voir en l'occurrence en réel à Image Connect et ailleurs, montrer les choses aux gens, c'est pas comme ça que vous les rendez compétents et autonomes numériquement. Puisque l'un des gros objectifs quand même généralement de ces stratégies territoriales, et c'est très fort dans le travail social, mais pas que, c'est d'arriver à faire atteindre une autonomie numérique aux usagers pour qu'ils ne dépendent plus d'un accompagnement, qu'ils soient capables de se débrouiller eux-mêmes. On rejoint là, pour le coup, les grands objectifs de l'intervention sociale qui sont de mettre en capacité les personnes, en l'occurrence les rendre autonomes, qu'elles puissent à nouveau se réinsérer ou autre. Or, ce qu'on remarque très souvent, c'est que les dispositifs qu'on met en place pour rendre autonomes ces gens sont par principe inadaptés à une montée en autonomie numérique. Parce qu'ils sont pensés une fois, deux fois, et puis c'est tout. Or, tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, ils vous disent qu'il faut énormément de temps pour que les gens ils acquièrent de l'autonomie numérique. Parce que quand on ne sait pas utiliser un clavier et une souris, ce n'est pas en 12 minutes, même sur un coin de table qui a été redesigné, même en 3 fois, que vous allez apprendre à une personne qui n'a aucun contact avec un ordinateur comment elle fait sa déclaration d'impôt. Parce qu'une fois qu'elle aura compris avec la souris, il faudra qu'elle apprenne un autre truc qui est, en l'occurrence, l'autonomie administrative. Et c'est là qu'on a un deuxième problème, en l'occurrence, quand on parle généralement d'inclusion numérique. On fait comme si faire des démarches administratives, c'était, à partir du moment où c'était sur Internet, c'était comme n'importe quelle démarche sur Internet. C'est à peu près comme si on disait toutes les personnes qui savaient écrire, elles soient capables d'adresser un courrier de recours à une administration. Le monde administratif a ses normes propres, a sa complexité propre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des formations au travail social d'ASS, pour le coup. C'est un monde, c'est un certain rapport à l'administration. On n'a pas le même rapport à la CAF qu'aux impôts. On n'a pas le même rapport aux impôts qu'à la collectivité dans laquelle on est pour inscrire ses gamins en périscolaire. On n'a pas le même rapport au périscolaire de ces gamins qu'on l'a à l'éducation nationale par des logiciels Pronote pour suivre les enfants qui sont au collège ou au lycée. Tout ça, en l'occurrence, quand on parle d'autonomie numérique à propos de démarches administratives, il faut bien se dire que chaque administration instaure un certain type de relation avec ses usagers. Et qu'on a pensé les choses à partir de ce type de relation et pas de manière globale comme si tout était égal. Pour vous le dire radicalement, il y a plein de gens qui savent faire, en l'occurrence, entrer en communication Skype avec leurs petits-enfants, mais qui sont absolument incapables de faire leur déclaration d'impôt en ligne. Quand ils étaient sur papier, ils étaient capables de le faire, ou pas. Parfois, ils n'étaient pas capables de le faire sur papier non plus, parce qu'ils ne comprennent pas, en l'occurrence, ce qui est de l'ordre des normes administratives dans la démarche en ligne. Du coup, pour reprendre un peu de distance par rapport à ce que je dis sur les stratégies territoriales, on voit bien, ça vous paraît peut-être un peu ou complexe ou embrouillé cette affaire-là, mais si on ne définit pas un peu précisément quels sont les objectifs in fine, on met en place des stratégies qui ont toutes les chances de se tromper, si vous voulez. Parce que quand on dit monter en autonomie numérique, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Qu'est-ce qu'on attend que les gens soient capables de faire une fois qu'on a mis en place quelque chose? Est-ce qu'on veut mettre en place des lieux qui pourront accompagner des personnes éloignées du numérique et qui ont des démarches administratives à faire? Qu'est-ce qu'on attend de ce qu'on mettra en place à cet endroit-là? Est-ce qu'on veut juste pouvoir répondre à un besoin des gens, comme pouvaient le faire avant les écrivains publics, qui sont devenus des écrivains publics numériques très souvent? Les écrivains publics, ils n'avaient pas pour vocation ou mission de rendre les gens capables d'écriture publique. Ils étaient là pour les accueillir et les accompagner, et ça suffisait au périmètre de leur mission. Il n'y avait pas d'objectif d'autonomisation ou autre. Si on veut pouvoir autonomiser les gens, pour le coup, il faut savoir ce qu'on attend en termes d'autonomie et quels problèmes ça pose, en l'occurrence. Comment elle équipe, dans quels espaces, qui est-ce qui est là pour le faire, etc. Je veux dire par là que très souvent, dans les multiples échanges que j'ai pu avoir avec
avec des acteurs de terrain, des agents de première ligne ou autres, on se rend compte que sur nos questions, puisque là, c'est l'accès au droit et la dématérialisation, il y a souvent une confusion entre ce qui est l'ordre de l'administratif et ce qui est l'ordre du numérique. Je connais et j'ai vu plein de gens qui n'ont pas de problème de compétences numériques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ce dont ils ont besoin. Par contre, ils ont besoin d'un accompagnement administratif. Or, cet accompagnement administratif, il se fait maintenant de manière numérique. Mais le problème, ce n'est pas forcément le numérique, ça peut être l'administratif. Et pour cela, l'accompagnement, il est d'avoir un temps de présence avec des gens capés, c'est-à-dire compétents, non pas pour faire de la médiation numérique sur un mode bénévole ou autre, mais pour être capé en termes de droit. C'est-à-dire qu'il faut de la technicité du droit à cet endroit-là. C'est un endroit où, typiquement, pour des personnes qui ont des situations de vie complexes, où il y a un effet de délégation de la prise en charge administrative sur du travailleur social, il faut une réponse technique travail social en face parce qu'on est sur des choses qui sont techniques du point de vue du droit. N'importe quel médiateur numérique, d'ailleurs, ils vous le disent tous, ils ont été obligés de monter en compétence sur les questions administratives, alors qu'ils n'y avaient pas du tout. Ils n'ont pas été formés, les médiateurs numériques, à être compétents sur le CAF.fr, les impôts ou la CARSAT. C'est pas du tout. Eux, ils ont des facilités à comprendre des interfaces a priori, et puis ils comprennent ce que c'est qu'une interface, comment fonctionne un site web, etc. Mais ce ne sont pas des techniciens du droit. Or, pour un certain nombre de publics, ce dont ils ont besoin, c'est des techniciens du droit qui se retrouvent aujourd'hui à être des techniciens de la relation e-administrative, parce que l'administration est e-administrative, si vous voulez. À l'inverse, il y a des endroits, il y a des personnes qui n'ont pas de problème administratif, enfin d'autonomie administrative. Les personnes âgées sont un bon exemple. Elles ont rempli leur feuille d'impôt papier pendant des années, elles n'avaient besoin de personne. Par contre, elles ne savent pas faire avec un ordinateur pour faire sa télédéclaration. Parce que pour le coup, le smartphone ou la tablette ne sont pas des terminaux qui sont pratiques pour faire ça. Alors, il y a aussi la question des outils qui rentrent en jeu. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est que il est toujours important de savoir effectivement ce qu'on vise in fine sur les territoires, parce que c'est ça qui va permettre de se poser la question de quels acteurs sont présents sur le territoire et pour faire quoi. On voit que c'est quand même un réflexe générique sur tous les territoires qui s'occupent de cette question, et ça même avant l'arrivée des conseillers numériques. La première question qui se pose, c'est il faut qu'effectivement que le monde de la médiation numérique et le monde du travail social se connaissent, parce qu'ils ne se connaissent pas. Et il n'y avait pas de raison qu'ils se connaissent. Du coup, ça donne lieu à des cartographies des acteurs qu'on retrouve à peu près partout, certaines bien fichues, d'autres moins, avec toujours ce risque, une cartographie, donc des cartographies en ligne, ça n'est surtout pas une finalité. C'est un outil qui, dès lors qu'il est mis en ligne, court le risque de son inactualité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir actualiser les données qui sont dessus et se poser la question de leur actualisation dès l'entrée. Mais par contre, qui a un intérêt fort selon moi, c'est que ça fait que les acteurs du territoire se posent la question de où sont des partenaires possibles. Je ne vais pas anticiper trop sur la partie atelier, mais ce qu'on remarque très clairement, c'est que quand on réfléchit à ces questions-là sur la mise en place d'une stratégie locale d'inclusion numérique, c'est vraiment l'un des points qui arrive très rapidement. Où sont les acteurs de la médiation numérique? Qui sont les acteurs du travail social? Comment Elisabeth Le Faucheur, qui est chargée de ces questions-là à la ville de Brest, qui fait de la médiation numérique depuis la fin des années 90, elle appelle ça la rencontre entre deux mondes. Il faut se faire rencontrer ces mondes-là, très clairement. Et à partir de là, on peut aussi penser quels sont les besoins des publics. Est-ce qu'on est sur des besoins qui sont de l'ordre de l'autonomie numérique ou de l'administratif ou des deux? Et puis aussi de se dire qu'est-ce qu'on veut pour ces gens-là. Enfin, en l'occurrence, on veut qu'ils arrivent où à la fin? Quels sont les objectifs de la montée en compétences ou de l'autonomie qu'on attribue? Et pour le coup, ça peut donner des idées sur qui s'occupe de quoi, hein, un petit peu dedans. Pierre, j'attire juste ton attention qu'il est 10h30. Ben oui, mais j'en finissais. Donc Ok, super. merci Gaëlle. Parce que l'une des questions qui se pose souvent là-dessus, et on peut reprendre à partir du travail social, c'est ce qui était compliqué pour les travailleurs sociaux, en l'occurrence, dans la mesure où ça n'a pas été anticipé, qu'il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu de mise au travail de ça, malgré ce que, pour le coup, les échanges et les réflexions du Haut Conseil en travail social, on ne peut pas dire que ça ait débouché sur un positionnement très clair qui était et qui n'a pas entraîné, j'ai l'impression, dans le champ du travail social
de réelles discussions là-dessus. Jusqu'où on va? C'est quand même une question qui revient très souvent dans l'accompagnement des personnes qui sont en demande d'aide administrative numérique. Ce jusqu'où on va, en fait, il faut se le poser. Je pense que la question ne peut pas se poser simplement au niveau du travailleur social, elle se pose au niveau des territoires. Ce jusqu'où on va, il se pose en relation avec où est un autre acteur qui pourrait prendre la suite. Euh, Là où il y a une mise en tension, et ça je suis sûr que François vous en a parlé, une chose qui est compliquée pour les travailleurs sociaux, mais qui l'est aussi pour les médiateurs numériques, mais sur un autre mode, c'est difficile, et c'est encore plus difficile pour un travailleur social, d'abandonner une personne qui est en demande d'aide numérique, parce que ça veut dire la mettre en situation de non-recours. Un travailleur social qui dirait, moi, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour faire du CAF.fr, je suis là pour vous expliquer ce que c'est que les droits et faire en sorte que vous bénéficiez de vos droits pour vous intégrer dans la société. Donc moi, je ne vous accompagnerai pas sur le CAF.fr. Potentiellement, il sait qu'il met la personne en défaut d'accès aux droits. Ce qui, pour un travailleur social, est quand même quelque chose de problématique. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire en matière d'accompagnement au numérique. Par contre, il faut aussi qu'il envisage ça comme une réponse de terrain et de savoir vers qui il peut orienter pour avoir le temps de passer 22 heures avec une personne pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'un ordinateur. Parce qu'effectivement, le travailleur social n'a pas le temps de faire ça. Et c'est sans doute pas sa technicité, et c'est peut-être pas à ça qu'il doit être, que sa technicité doit être dévolue. Mais ça, c'est à mettre en discussion localement. Mais tout ça pour dire que savoir quels sont les objectifs qu'on assigne, ça permet aussi de voir quels sont les acteurs qui sont capables de faire quoi et de penser des articulations entre les acteurs au niveau territorial. J'en dirai pas plus parce que je veux laisser les ateliers discuter sur ça. Et puis, je suis arrivé au bout de mon temps de présentation.